bienvenue à Sur la ligne. Aujourd'hui, invité spécial. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer une personne exceptionnelle. On parle ici de Mylène Paquette. Maintenant, sans plus tarder, voici les meilleurs moments de notre entrevue avec elle. Alors, on est ici au Collège de Rosemont avec Mylène Paquette, première personne à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, toi, au départ, tu faisais pas de bateau, de rame, n'importe quoi qui a rapport avec ça, mais tout à coup, tu as eu une piqûre par rapport à ça. Oui, exactement. Comment pourrais-tu l'expliquer? En fait, moi, si je veux revenir en arrière, avant même d'avoir la piqûre, j'étais étudiante au cégep, mais j'ai abandonné le cégep parce que il n'y a rien qui me retenait vraiment. J'étudiais en design au début, puis après ça, j'ai étudié en cinéma. Donc, après avoir abandonné mes études, je suis allée travailler comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital Sainte-Justine. Et même si j'aimais mon travail, mais je me sentais pas à ma place dans cet environnement-là. Donc, je suis quand même restée là durant des années en me disant, un jour, je vais trouver ce que je veux faire dans la vie. Et c'est après un week-end de voile, en fait, c'est au cours d'un week-end de voile que j'ai découvert la navigation. Excuse-moi. Que j'ai découvert la navigation et ça m'a vraiment interpellée de vivre ce mode de vie-là, d'habiter sur son bateau, de naviguer, de me promener partout dans le monde. Donc, au début, je voulais devenir navigatrice et par la suite, en faisant des recherches, j'ai découvert que c'était possible de traverser un océan à la rame et à partir de là, il n'y a plus rien qui était pareil pour moi. Je voulais vraiment réaliser cet exercice-là, cette aventure-là. Je voulais le faire et puis, c'est une longue histoire par contre, là. J'avais peur de l'eau et c'est une enfant malade qui m'a un peu provoquée. Qui m'a donné envie d'aller vers mes peurs. Donc, c'est une discussion avec elle qui m'a provoqué, qui m'a influencé à aller vers mes peurs. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est une très longue histoire, mais ça explique pourquoi est-ce que c'était si important pour moi, parce que j'avais peur de l'eau et qu'une enfant malade m'a un peu comme provoqué d'aller vers mes peurs. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais une motivation pour le faire. Je le faisais plus juste pour moi, mais je le faisais pour inspirer des jeunes comme cet enfant malade. Comme être inspiré elle. Oui, exactement. Oui. D'accord. Et dans le fond, pourrais-tu nous parler de cet exploit, dans le fond, oui. traverser l'Atlantique? Oui, en fait, j'ai passé 129 jours sur l'océan en 2013. J'ai été accompagnée d'une équipe multidisciplinaire, donc qui était sur la terre ferme, qui m'aidait à partir du confort de leur foyer. Et donc, j'étais seule dans mon embarcation. Malheureusement, j'ai pas pu ramer à tous les jours à cause des conditions météo qui ont été extrêmement difficiles. Donc, peut-être sur 129 jours, j'ai dû ramer 80 jours environ ou 70 jours. Mais le reste du temps, j'étais enfermée dans ma cabine et j'attendais que la météo me laisse passer. Et il est arrivé toutes sortes de grandes choses durant cette aventure-là. J'ai resté enfermée 9 jours consécutifs durant une tempête. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai réalisé que tout était une question d'attitude. Donc, à partir de là, ça a été beaucoup plus facile d'avoir du plaisir dans ce projet-là parce que j'avais plus envie d'être morose, d'être négative, d'être pessimiste. Donc, c'est à peu près à partir du jour 55-56, j'ai comme décidé que même si ça fonctionnait pas bien, même si je pouvais pas avancer, il fallait quand même que je choisisse d'avoir une meilleure attitude à tous les jours. Donc, ça, c'était pas mal la première grosse partie de l'aventure qui était difficile. Et puis après, j'ai rencontré des gros obstacles, un ouragan, des chavirages. J'ai rencontré le Queen Mary 2 en plein milieu de l'océan qui sont venus me porter des surprises et qui me prêtaient main forte. J'ai chaviré à plusieurs reprises. Par la suite, j'ai rencontré des mammifères marins, des oiseaux, des baleines, toutes sortes de grandes choses qui sont arrivées durant cette aventure-là. Et pour les 10 derniers jours de ma traversée, j'avais plus d'électricité, donc j'ai commencé à dépérir un peu parce que si on ne boit pas suffisamment d'eau, c'est pas bon pour notre santé. Donc, à la toute fin de l'aventure, j'ai trouvé ça un peu plus différent, on va dire. Ouais. Okay. Tu mentionnes que tu as chaviré plusieurs fois. Oui. C'est quoi qui te passait par la tête dans ce moment et pourquoi? Comment c'est arrivé dans le fond? En fait, avant de chavirer, il y a toujours comme... j'ai mon équipe au sol, mon météorologue qui m'annonce qu'il y a peut-être un potentiel de chavirage. Donc, je le sais que dans les prochaines 24 heures, il va peut-être avoir un chavirage. Donc, j'enlève l'éolienne, j'attache les rames, je reste à l'abri dans ma cabine. Donc, le bateau est fait pour revenir du bon côté par lui-même. Donc, il n'y a pas vraiment de danger pour moi, à moins que je me cogne la tête, que je me casse quelque chose si je ne suis pas bien attachée dans le bateau. Et puis, ça dure à peu près 5, 6, 7 secondes. Le bateau reste vraiment jamais à l'envers parce qu'il est très, très, très instable à cause que tout le poids est réparti en dessous de la ligne d'eau. Donc, on dit que le bateau est lesté. Donc, quand le bateau chavire, tu as le temps de penser un peu. C'est comme un 6-7 secondes assez long. Et moi,
penser à des chansons d'enfance, tu sais, des chansons de camp, là, parce qu'il y a une psychologue qui m'avait dit d'aller dans mes souvenirs quand j'ai peur, de ne pas nourrir de pas nourrir l'hémisphère du cerveau où est la peur, mais d'aller dans les vieux souvenirs. Donc, c'est un exercice qui nous permet de ne pas nourrir la peur. Donc, j'essayais de chanter des chansons, des tunes de camp. J'essayais de dire mes nombres premiers. C'est pas facile, des nombres premiers. Hein. Tu te rappelles de tes nombres premiers, toi? Honnêtement, non, ça me dit rien en ce moment. 1, 7, 11, 17. Tu sais, les nombres qui se divisent juste par eux-mêmes ou par 1. Donc, quand tu es à l'envers, tu penses à tes nombres premiers, puis là, tu dis 17, c'est lequel après? C'est quoi? Non, c'est pas 23. Puis là, le bateau revient du bon côté. Fait que je me suis jamais rendue très loin dans mes nombres premiers. Ça va être inquiétant quand même. Oui, mais c'est de choisir de ne pas nourrir cette inquiétude-là. Ouais. Parce que de toute façon, tu sais, quand le bateau est à l'envers, tu peux rien faire. Puis quand le bateau revient à l'endroit, la seule chose que tu peux faire, c'est de rester calme puis d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y a de brisé. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va briser sur le bateau quand il reçoit une grosse secousse. Donc, si on n'a pas l'esprit clair, bien, on peut faire des gaffes comme mal fermer la porte ou, tu sais, s'il y a un autre chavirage qui s'en vient. Donc, il faut juste comme pas nourrir les inquiétudes puis essayer de rester en contrôle. Puis une des façons, bien, c'est d'avoir du fun, de chanter des chansons puis de penser à ses nombres premiers. Bien, pour nous raconter cette grande aventure, bien, on peut voir ici que tu as écrit un livre qui s'appelle Dépasser l'horizon, dans laquelle bien, tu nous racontes plusieurs étapes de même des années avant de ta préparation. Exactement. Oui. Et dans un passage, tu mentionnes que quand tu étais dans le voilier d'un de tes proches, tu avais un saut entre les jambes parce que tu avais le mal de mer. Oui. Comment tu as réussi à surmonter tout ça? Parce que quand même, tu as été souvent sur l'eau. Oui, vraiment. Donc, en fait, je me rappelle d'être allée faire de la voile. Bien, la première fois, en fait, j'étais malade. Puis je me disais, je voulais quand même vivre une aventure sur un voilier ou n'importe quel type de bateau. Puis je savais que ça se passait à un moment donné, tu sais, qu'il fallait juste comme bien se sentir. Tu sais, souvent, quand on a la nausée en mer, c'est parce qu'on dit les 3 F, la frousse, la fatigue, le froid, mais aussi la faim, donc les 4 F. Puis bien, il faut juste comme bien se préparer pour ne pas avoir la nausée. Donc, dans cette aventure-là, j'ai eu la nausée les 4 premiers jours, mais après ça, j'ai pris un peu de médicaments, donc ça s'est passé, mais c'est comme un peu inquiétant quand on a la nausée puis que ça part pas, mais à un moment donné, je pense qu'on est de moins en moins stressé, on a de moins en moins peur, on est de plus en plus en contrôle, puis la nausée se dissipe tranquillement. Ouais. Et plus tôt, tu as mentionné que tu avais peur de l'eau aussi. Oui. C'est quoi qui te faisait peur dans Moi, en fait, j'ai grandi en écoutant jazz. Tu te rappelles de jazz? Est-ce que vous avez vu jazz? J'ai pas vu ça. Non, t'as pas vu ça? Regarde pas. Donc, c'est un gros requin qui mange des gens, voilà. Et puis, ben, à l'époque, moi, je suis née en 78, donc en 84, ça passait déjà à la télé, puis tu fais changer de poste puis voir jazz. Même si tu veux pas l'écouter, tu vois jazz quand tu es né en 78. Donc, malheureusement, j'ai écouté jazz trop souvent. Alors, j'ai même peur de me baigner toute seule dans une piscine. Alors, je suis pas vraiment à l'aise. J'ai comme toujours l'impression que quelque chose va m'attraper. Tu sais, quand ça fait partie de tes souvenirs d'enfance, ben, tu sais, nous, quand on était petits, ben, on se faisait toutes des peurs avec jazz quand on se baignait. Donc, ça m'a vraiment, je pense que ça m'a traumatisée. Et encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me baigner à la piscine olympique, par exemple. J'ai toujours l'impression que c'est dangereux. Tu sais, que quand tu as grandi avec ça, c'est difficile. Donc, pour moi, descendre dans l'eau pour nettoyer la coque de mon bateau, c'était la chose qui m'a le plus souvent empêché de rêver et de penser que c'était possible de faire cette aventure-là. Et durant toute l'aventure, c'est la chose qui m'angoissait le plus. Ouais. Okay. Mais finalement, tu as réussi à vaincre cette peur. Tu as dit que c'était grâce à une jeune fille que tu as rencontrée à l'hôpital. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as un chapitre dédié à elle dans ton livre. Oui. Donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait? C'était quoi que vous avez parlé? Oui, qui, dans le fond? Oui, bien, en fait, cette patiente-là s'appelait Cynthia. Elle était atteinte de leucémie et c'était sa deuxième rechute. Donc, je me souviens d'avoir été à son chevet toute une nuit parce qu'elle était vraiment mal en point. Elle sortait des soins intensifs. Elle avait comme une petite lueur d'espoir pour elle, mais c'était quand même difficile. C'était quand même très, très... Il n'y avait pas un bon pronostic tout de même pour elle. Et puis, j'étais à son chevet, puis durant toute une nuit, elle toussait, elle avait de la difficulté à respirer et tout. Puis, elle me disait, tu sais, c'est correct, Mylène, je sais que je vais partir, puis tu sais, je l'ai accepté. Tu sais, faut pas comme... Ayez pas de peine quand je vais partir, tu sais. Puis moi, c'est difficile de recevoir ça d'une patiente de 16 ans. Donc, je disais, ben non, tu vas te retrousser les manches, puis tu vas être positive. Tous les patients ici qui sont positifs, ils s'en sortent beaucoup mieux. Donc, tu sais, il faut pas que tu aies ce discours-là. Donc, je savais pas comme accepter puis entendre son témoignage. Puis elle m'a dit, ferme-la, tu sais pas de quoi tu parles. Vous, les adultes ici, vous avez rien traversé de difficile dans la vie. Vous avez rien affronté de difficile. Tu peux pas nous comprendre. Puis cette phrase-là m'est restée longtemps. Tu sais, je me suis dit, elle avait pas la langue dans sa poche, d'ailleurs, cette patiente-là, mais elle disait pas nécessairement ce que tu voulais entendre, tu sais. Puis elle est décédée pas très longtemps après. Et puis moi, ben je me sentais un peu coupable
coupable de ne pas avoir été capable de l'accompagner là-dedans. Puis je me sentais aussi, déjà que je ne me sentais pas à ma place dans le milieu hospitalier, déjà que je me sentais comme impuissante auprès de ces enfants-là parce que j'avais pas d'études dans ce domaine-là, par exemple. J'avais rien à leur apporter autre que les divertir puis m'amuser avec eux. Donc, ça a vraiment marqué la fin de mon parcours à Sainte-Justine parce que je me suis dit, ce que je fais à Sainte-Justine, ben ça ne pourra jamais transformer quoi que ce soit, ça ne pourrait jamais leur apporter quoi que ce soit. Mais si je fais quelque chose ailleurs, si moi-même je vais apprivoiser mes peurs, ben peut-être que je pourrais aider des enfants par ricochet juste parce que je les inspirerai à regarder leurs peurs autrement. Donc, c'est un peu ce qui m'a inspirée. Alors, quand je suis partie, ben je pense à elle, puis j'ai souvent pensé à elle par la suite. Ouais. Non, mais c'est touchant comme histoire. C'est quand même bien de savoir c'est quelqu'un qui sait c'est quoi quelque chose de difficile. Oui, exactement. Tout ça. Ouais. Puis aussi, ça mettait tout en perspective parce qu'après, moi, j'ai quand même choisi de faire quelque chose de difficile. Quand on est malade, on ne choisit pas d'être malade, mais j'étais quand même en santé. Donc, ça mettait tout en perspective. Courage, oui, c'est ça. Mais j'ai choisi de l'avoir. J'ai choisi de le devenir parce que je n'étais pas courageuse avant. T'sais. Puis là, ben, ça m'a emmené plein de réflexions. T'sais, durant ma traversée, je me disais, ben, t'es pas malade. T'es quand même pas malade. Fait que même si tu te plains puis que ça va pas bien, tu n'avances pas comme tu veux, puis que tu vas peut-être perdre de l'argent, ou tu vas perdre le bateau, tu vas peut-être perdre la face parce que ça ne fonctionnera pas, mais tu es quand même en santé, tu as quand même qu'est-ce qu'il y a de plus important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. T'sais. Fait que ça met tout en perspective. Voilà. Okay. Mais tu parles de motivation. De la motivation, tu en as souvent eu besoin durant ton parcours. Quelques temps avant ta grande aventure, dans le fond, tu t'es fracturé les bras. Un bras, oui. Puis tu as un chapitre dédié là-dessus. Oui. T'as-tu pensé que c'était impossible de continuer ta préparation après cette fracture? Ça t'a-tu empêché? C'est quoi qui... En fait, je me rappelle au niveau de ma fracture, la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu, mais on pensait que les deux bras étaient fracturés. Puis... mais celui-là était clairement fracturé parce qu'il n'était pas au même endroit. Donc, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Puis je me suis tout de suite dit, reste calme parce que si ça arrive en mer, il faut que tu te prouves que tu es capable de t'organiser toute seule. Donc, j'ai replacé mon bras, puis j'ai attendu que quelqu'un vienne m'aider, mais jusqu'à temps que j'arrive à l'hôpital, on croyait que la main droite aussi était fracturée. Donc, c'était vraiment difficile. Puis dans ma tête, je me disais juste, je vais reporter d'un an ou peut-être que ça va être correct. T'sais. Mais là, après, c'est juste... Au niveau des communications, le clavier, le bras, ça a été tellement long à revenir, donc j'ai dû reporter d'un an parce que mon bras était très, très faible. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté, mais ce qui est très drôle là-dedans, c'est que je m'étais tellement convaincue que ça allait être correct durant ma traversée, que j'ai pas eu mal au bras durant toute ma traversée. Mais le lendemain de mon arrivée, j'ai commencé à avoir mal. C'est comme si le stress était relâché, puis que là, dans mon bras, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est venu d'un coup le lendemain de ma traversée. Puis ma mère me disait, ben là, c'est pas vrai que t'as pas eu mal, tu peux pas juste avoir mal aujourd'hui. Oui, maman, j'ai mal juste aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Okay. Et ça ressemble à quoi une préparation, dans le fond, pour un challenge aussi gros, un défi aussi gros? Ben moi, ce qui était très difficile dans la préparation, c'était la recherche de financement. Donc, parce que ça coûtait à peu près 300 000 $ le budget total pour faire cette aventure-là. Donc, tu sais, d'essayer de ventiler tout ça puis de dire, OK, où est-ce que je peux aller chercher des commanditaires, des trucs gratuits? Et ça fonctionnait pas. En fait, j'approchais des gens. J'ai eu des barres tendres en cadeau. J'ai eu des minutes de téléphone satellite, mais j'ai pas eu beaucoup de partenaires, de donateurs, mais j'ai surtout eu des gens du public qui m'ont donné de l'argent, qui m'ont encouragé, qui m'ont acheté des trucs, des bouteilles, des sacs avec le nom de ma traversée dessus. C'est beaucoup plus le public en tant que tel qui m'a aidé. Oui, j'ai eu des commanditaires, mais pas énormément. Donc, juste... c'est beaucoup, la préparation, c'est beaucoup de stress parce que on s'expose au grand jour puis on dit, moi, je vais faire ça, on se commet, mais on n'a pas les ressources encore pour le faire. Donc, c'est vraiment comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on vit dans un stress constant, puis on vit comme en manque de ressources, puis à solliciter des entreprises, solliciter des individus, demander de l'aide, puis c'est difficile de demander de l'aide. Puis on se monte, on s'expose vulnérable. Donc, des fois, il y a des gens qui sont pas toujours bien intentionnés, qui nous tournent autour, tu sais, qui veulent peut-être profiter de la situation, tu sais. Donc, quand on s'expose comme étant vulnérable, bien, c'est aussi difficile à gérer comme situation. Puis, c'était quand même un projet rocambolesque. Donc, il n'y avait pas toujours des gens qui étaient gentils avec moi. Par exemple, si j'exposais mon bateau dans un salon une fois, bien, il y avait une personne sur deux qui me traitait de folle carrément, puis qui me disait, tu vas mourir, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Donc, il fallait quand même garder un esprit très... imperméable à ces choses-là. Tu t'es créé avec oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais en même temps, tu sais,
il y a toujours quelque chose de nourrissant dans quelque chose de négatif parce que moi, je me disais, quand je voulais plus m'organiser, tu sais, j'ai douté à tous les jours là, durant la préparation, mais je me disais, pense à tous ces gens à qui tu vas donner raison si tu arrêtes. Donc, tu sais, l'orgueil, ça peut être un puissant moteur parfois. Donc, je me disais, il faut que tu continues, sinon tu vas juste leur donner raison. Là, ils vont vraiment dire ils vont, je l'ai rencontré cette personne-là, elle l'a jamais fait, tu sais. Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai, tu sais. Donc, parfois, il faut aller chercher des choses positives dans les choses négatives qui arrivent. Puis, donc, c'est ça. Donc, la préparation, c'était la recherche de financement, la préparation technique du bateau. Donc, j'ai eu beaucoup de bénévoles qui m'ont aidé. Et puis, la recherche de partenariats et tout. Et tous les cours préparatifs, donc électricité maritime, cours de navigation, cours de survie en mer, cours de médecine de brousse, apprendre à... par exemple, j'avais des points de suture à faire à une orange ou à une banane, puis je le faisais dans mon dos, par exemple, parce que je peux me fendre une fesse ou je peux m'ouvrir une jambe, un pied, n'importe quoi, tu sais. Donc, c'était des choses comme ça qu'il fallait que je fasse dans la préparation. Puis, une petite partie d'entraînement aussi. L'entraînement, oui, ça c'est clair. Ouais. Fait que préparation, entraînement, renforcement psychologique, c'est la grande journée. Tu es devant la mer, tu regardes tous les horizons en avant, des côtés. C'est quoi qui te passe par la tête dans ce moment-là? Tu sais, c'est la journée, c'est ton départ. Moi, je me rappelle juste d'être tellement heureuse, puis d'être tellement excitée. Puis je suis tellement contente de ramer parce que ça fait 5 ans que je rêve à ça. Donc, je pense même pas aux jours qui s'en viennent, je pense même pas au prochain coup de rame. Je suis tellement concentrée dans le moment présent. Puis je me rappelle que je regarde, parce que je vois la côte, puis je me dis, il faut bien que tu regardes, puis garde ça dans ta tête parce que tu n'en verras plus de côte, tu sais, pendant comme 100 jours. Donc, je regardais les sapins, je regardais les humains, tu sais, déjà, je commençais à les appeler des humains parce que, tu sais, c'était comment, t'en verras pas beaucoup de ça, tu sais. Ouais, donc, c'était vraiment d'observer tous les gens autour, puis d'entendre. Tout était comme on dirait. J'ai juste un mot en anglais, le sharpen. Tout était comme. Tout était bien détaillé, puis j'essayais vraiment d'imprégner ça dans ma mémoire pour y faire référence plus tard. Ouais. Et comment tu dirais que cette expérience a changé ta vie? Moi, je dirais que c'est plus au niveau de. L'attitude, reconnaître qu'il faut avoir une bonne attitude puis essayer de la transformer parce que c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça a changé ma vie. Je reconnais beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'humilité, par exemple, pas que j'avais un gros ego avant, mais je reconnais beaucoup plus mon insignifiance. Là, je suis qui, moi, dans le fond? Là, quand tu es au milieu de vagues de 12 mètres, que tu sois. C'est impressionnant dans le Oui, c'est tellement impressionnant. Que tu t'appelles Georges ou Mylène au milieu de vagues de 12 mètres, c'est comme plus important. C'est juste comme, OK, je suis un être humain, qu'il faut juste que je réponde à mes besoins, puis voilà. Il faut juste que je reconnaisse mes besoins, il faut que je reste en vie. Puis donc, c'est comme une leçon d'humilité, d'être en plein milieu de l'océan. Ici, tu parles de vagues de 12 mètres. Plutôt, tu as parlé d'animaux que tu as rencontrés, tu as parlé d'un bateau. T'aurais-tu une anecdote à nous raconter durant ce voyage? Une anecdote. Je dirais justement que quand mon équipe a appelé le Queen Mary 2 pour leur demander ils voulaient me faire une surprise en fait, parce que je voulais pas avoir de visite, je voulais pas avoir de forme d'assistance. Puis donc mon équipe les appelle pour leur demander est-ce que vous pourriez aller porter un téléphone satellite à Mylène. En 45 minutes, ils ont eu les autorisations, ça n'a vraiment pas été long, donc ils ont dérouté le bateau. Et là, c'est la garde côtière française qui m'a appelée. Mon téléphone satellite a sonné pour dire « Est-ce que vous avez besoin d'aide? Comment ça se fait qu'on déroute un navire pour vous? » Je dis « Wow, comment ça, je veux pas de navire ici? » Donc, j'ai comme un peu paniqué, tu sais. J'ai rappelé mon équipe, puis là, je les ai chicanés. Je dis « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis je les laissais pas parler, tu sais. Ils étaient 2 sur la pied, puis je disais « Vous n'avez pas le droit de dérouter un bateau. »« Oui, mais Mylène, calme-toi, c'est le Queen Mary 2. » Ah. Okay. C'est correct. Donc, soudainement, j'étais comme d'accord. J'avais dit que je rêvais de le voir, ce bateau-là. Ça faisait plusieurs fois que j'en parlais, mais j'avais juste pas dit où je voulais le voir, tu sais. Okay. Donc, soudainement, tout était correct. Mon attitude a vraiment changé. Puis, je dis, non, c'est correct, ils peuvent venir. Donc, ça a vraiment comme changé complètement l'expérience parce que je m'attendais pas du tout à voir des gens comme ça. Puis, donc, c'est vraiment, je pense, la plus belle histoire qui m'est arrivée. C'est une belle surprise, dans le fond. Oui, exactement. Oui. Okay. Puis là, une question que j'imagine que plusieurs personnes se posent
pendant une centaine de jours plus, comment tu te nourrissais? J'avais de la nourriture lyophilisée, donc séchée à froid. Donc, toutes sortes de recettes comme on peut manger à la maison. C'est juste pas de pain frais, pas de salade, pas de légumes frais, mais c'est des légumes séchés à froid. Par exemple, si on pense à un brocoli qui est séché à froid, quand il reprend, quand on le réhydrate, il est quand même croustillant, il est quand même bon. C'est pas comme la soupe ramen, là, tu sais. Oui, c'est quand même assez bon, c'est de qualité. Donc, je mangeais quand même assez bien, puis je mangeais des fruits séchés, des barres tendres, du chocolat, des noix. Je mange plus beaucoup de barres tendres aujourd'hui. J'en ai assez mangé. J'en ai trop mangé, ouais. Mais je mange encore du chocolat. Ça n'y a pas de problème. Non, mais c'est bon, le chocolat, c'est correct. Oui, c'est ça. T'arrivais-tu de pêcher? Non. J'ai fait une autre traversée précédente durant laquelle on pêchait, mais il faut savoir que les dorades qu'on pêchait étaient grosses comme ça. Donc, moi, je les tuais pas. Donc, dans cette première aventure-là, c'était avec 5 coéquipiers. Puis eux autres les tuaient, mais des fois, la dorade, elle sautait dans le bateau, puis il y avait du sang, puis c'était sadique. Donc, je me disais, j'ai un kit de pêche. Si vraiment je manque de nourriture, je vais pêcher. Mais quand je les croisais, les dorades, je les trouvais trop belles. J'étais pas capable de faire ça. Je voulais pas, tu sais. Je les trouvais belles. Je voulais pas les tuer, ouais. OK. Puis ton bateau dans lequel tu as fait l'aventure, il s'appelait Hermel. Oui. Pourquoi? À cause d'un monsieur qui s'appelle Hermel Lavoie. Un monsieur exceptionnel que j'ai rencontré alors que je m'exerçais sur le Saint-Laurent quelques années plus tôt. Et ce monsieur-là a embarqué dans le projet à pieds joints. Il s'est investi de cœur, d'âme et ça a été sa mission. Il disait que c'était son projet de retraite. C'était mon bras droit, mon trésorier. Il s'est vraiment occupé de moi du début à la fin. Malheureusement, il est décédé maintenant, ça fait 2 ans. Mais il m'a accompagné durant toute la traversée. Il était au bout du téléphone. Puis c'était vraiment un partner, là. C'était mon meilleur ami. Il avait 42 ans de plus que moi, mais c'est comme si on avait le même âge. Puis il était un sens de l'humour incroyable. Il était drôle. Il était plein de ressources, intelligent, très, très avide de connaître toujours des nouvelles choses. Donc, quand est venu le temps de nommer mon bateau, lui trouver un nom, lui, il cherchait un nom, il s'était mis vraiment là-dessus. Il cherchait un nom qui avait du sens pour le bateau. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pense, je sais, ça va être quoi le nom du bateau, ça va être votre prénom. Tu sais. Ben, c'est une belle reconnaissance. Oui, c'est ça. C'est impliqué que ça. Exactement. Puis, tu sais, pour moi, c'était mon mentor. Puis, c'est lui qui a préparé le bateau. Tu sais, il a pris. Le bateau n'était pas vraiment bien préparé pour l'Atlantique Nord. Il avait déjà fait une traversée, mais il l'a vraiment optimisé. Il a trouvé des solutions avec beaucoup, beaucoup de rigueur, de patience, de soin, de perfectionnisme. Donc, le bateau, c'était lui. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas lui donner un autre nom que son nom à lui. Ouais. Okay. Fait que là, on parle de l'appui qu'Hermel t'a donné pendant tout ce temps-là. Quand tu as annoncé à ta famille que tu allais faire ça, c'était quoi leur réaction? En fait, ma famille n'était pas super d'accord avec ça. Donc, ma mère, elle comprenait, mais mes parents sont assez sportifs, ils font beaucoup d'activités et tout, donc ils comprenaient un peu, mais ne comprenaient pas le sens de tout ça. Mon père était en colère. Lui, il m'a pas parlé pendant des mois, même 5-6 mois à peu près. Après ça, on s'est réconciliés. Il a eu confiance en moi par la suite, mais pour lui, c'était sa réaction, puis il avait le droit de réagir comme ça. Mais ma mère, de son côté, elle m'a suggéré de le faire en équipage avant. Elle m'a comme... Tu sais, elle m'a encouragée à sa façon à elle. Puis c'est drôle parce que tous les deux m'encourageaient chacun de leur côté, puis ils me disaient « Dis pas à ton père que je t'encourage. Dis pas à ta mère que je fais ça pour toi. » Donc les deux m'encourageaient, mais ils voulaient pas comme... D'après moi, ensemble, ils se disaient « Ouais, ça n'a pas d'allure ce qu'elle fait. Non, je sais, il faut qu'on se tienne entre parents. » Là, tu sais. Ils devaient se dire ça, mais finalement, les deux m'aidaient. Ouais. Non, mais c'est quand même fun. Tu as eu leur appui pareil. Vraiment. Okay. En ce moment, tu te concentres sur le bateau à glace. Oui. Tu pourrais-tu nous dire c'est quoi? Oui, le canot à glace, donc c'est un sport qui date de... En fait, au début, c'était un moyen de transport, donc depuis des siècles et des siècles. Même Champlain a parlé des canots d'écorce qui étaient sur le Saint-Laurent quand il est arrivé ici en Amérique. Donc maintenant, c'est un sport de compétition. Les premières compétitions ont été réalisées en 1896, si je ne me trompe pas, donc à Québec, entre Québec et Lévis. Et puis depuis 1965, il y a la course du carnaval. Et depuis les années 90 à peu près, bien, il y a 7 courses au Québec. Il y a de plus en plus de courses. Il n'y en a pas 7 en 90, mais il y en a de plus en plus. Et puis, bien, c'est un sport qui s'exerce entre le mois de décembre et le mois de mars. Donc là, on vient de finir la saison. Et puis, ça consiste à traverser le fleuve et faire des transitions entre l'eau et la glace. Donc, on peut trotter sur la glace, donc une jambe dans le bateau, une jambe à l'extérieur. Okay. Tout le monde en chœur, tout le monde en équipe. Monter sur des monticules de glace, replonger dans l'eau. Et quand on est sur l'eau, on rame. Et quand on est sur la glace, bien, on trotte, tout simplement. Ouais. Fait que c'est un sport quand même assez compétitif. Il y a 4 classes. Il y a élite masculine, élite féminine, la classe compétitive puis la classe sport. Moi, je suis dans la classe sport. Ouais. Ah. Voilà. Tu pourrais-tu considérer ça comme un sport extrême? Je pense que oui. Oui. C'est assez... je ne sais pas si tu as vu des images, là, mais ça brasse pas mal puis c'est assez... Oui. Je pense que c'est un sport extrême. Oui. Ah, OK. Et maintenant, ben, pour le futur, as-tu des projets...
qui Oui. ressort, dans le fond. Oui, bien en fait, moi, je faisais déjà de la voile avant de faire de la rame, donc je rêve de faire de la voile en Arctique canadien. Donc, on en saura plus dans quelques années. Là, on se prépare tranquillement à monter ce projet-là, rencontrer des partenaires, et puis il y a déjà des partenaires potentiels qui sont approchés, donc on va sûrement avoir des annonces à faire dans les prochains mois, prochaines années. Ouais. Ah, c'est parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. C'était Mylène Paquette et n'oubliez pas de lire son livre. Merci. Bye. Merci, c'est le fun.